Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Hell in a Cell 2019. Donc c'est le pay-per-view WWE qui avait lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Mais d'abord pour info, pour ceux qui veulent des nouvelles de John Cena, je viens de poster un article concernant John Cena sur catchclub.fr où John Cena explique pourquoi on le voit de moins en moins à la WWE. Et à côté de ça, il y a plusieurs news, notamment Matt Hardy qui s'exprime par rapport à l'arrestation de son frère Jeff Hardy, ou encore une nouvelle catcheuse qui vient de signer à WWE NXT. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à checker catchclub.fr. Et donc c'est parti, on passe à la review de Hell in a Cell. Et honnêtement, je vais très rapidement passer sur la plupart des matchs, parce que je souhaite particulièrement m'intéresser au main event, le match entre Seth Rollins et The Fiend. Et donc déjà, il faut savoir qu'à la base, jusqu'à vendredi, on avait uniquement 3 matchs annoncés pour dimanche soir. Seth Rollins contre The Fiend, Becky Lynch contre Sasha Banks, et Daniel Bryan et Roman Reigns contre Eric Rowan et Luke Harper. La WWE a ajouté un match après SmackDown, c'était Bayley contre Charlotte Flair pour le titre féminin de SmackDown. Et dimanche soir vers 23h, donc 2 heures avant le début de la carte principale, la WWE a ajouté 4 matchs chauds. Donc d'abord elle a ajouté Natalya contre Lacey Evans pour le kick-off, puis au niveau de la carte principale, les nouveaux matchs annoncés étaient Chad Gable contre King Corbin, Alexa Bliss et Nikki Cross contre les Kabuki Warriors pour le titre par équipe féminin, et les Viking Raiders et un partenaire mystère contre DOC. Et donc on démarre avec le kick-off, Natalya contre Lacey Evans. On a eu le droit à un bon match féminin et au final Natalya a remporté le match grâce à son sharpshooter. Et après le match, alors que Lacey Evans était en train de se relever, Natalya lui a mis un gros coup de poing, une sorte de woman's right. Donc Natalya prend un petit peu sa revanche face à Lacey Evans. Ensuite, toujours durant le kick-off, on retrouve Ali en coulisses et Ali parle du fait qu'il était vraiment bien lancé quand il est arrivé à SmackDown, mais petit à petit en fait la hype autour de lui s'est calmée. Et à ce moment-là, on a Randy Orton qui arrive à l'écran et il dit qu'il est totalement d'accord avec Ali parce que justement c'est lui qui a tué la hype de Ali. Et donc forcément Ali n'apprécie pas de se faire interrompre, donc il challenge Randy Orton à un match plus tard ce soir et Randy Orton accepte. Donc au final on aura le droit à 8 matchs sur la carte principale. Et justement on passe à la carte principale, on démarre avec un Hell in a Cell match entre Becky Lynch et Sasha Banks. Et honnêtement on a eu le droit à un excellent match entre les deux catcheuses. Elles ont été vraiment très violentes, elles ont été agressives, elles ont utilisé plusieurs armes, des chaises, des tables, des candlesticks, et en plus il y avait de la nouveauté, il y avait de l'innovation du côté offensif, donc c'était vraiment un très bon Hell in a Cell match. Personnellement je pensais que c'était l'heure pour Sasha Banks de gagner le titre féminin de Raw pour pouvoir vraiment s'établir en tant que heel principal du show maintenant qu'elle est de retour. Mais au final, malgré tout, c'est Becky Lynch qui a remporté le match avec son Disarmer. Donc Becky Lynch conserve son titre et on se demande tous qui battra Becky Lynch un jour. Est-ce que ce sera par exemple Ronda Rousey ou alors peut-être Shayna Baszler? Puis on enchaîne tout de suite avec un autre gros match, c'est le match par équipe entre Daniel Bryan et Roman Reigns et Luke Harper et Eric Rowan. Et pour info, c'était un Tornado Tag Team match, c'est-à-dire que les règles classiques d'un match par équipe n'existent pas, les 4 catcheurs peuvent se battre en même temps. Et du coup justement c'était le but du match, essayer d'avoir un espèce de gros bordel avec une bagarre générale. Et personnellement je trouve qu'on a eu le droit à un second très bon match pour lancer la carte principale. Le show a vraiment démarré avec les 2 meilleurs matchs de la soirée au final. Et donc vers la fin du match, Luke Harper était en train de dominer Daniel Bryan, mais Roman Reigns est intervenu et il a porté un Superman Punch à Luke Harper. Puis Daniel Bryan lui a porté son running knee et enfin Roman Reigns a terminé avec un spear pour la victoire. Donc vainqueur Roman Reigns et Daniel Bryan. Et il faut savoir qu'après le match, les deux catcheurs se sont relevés et Daniel Bryan a voulu serrer la main de Roman Reigns. Puis au final, au dernier moment, il s'est ravisé. Il a retiré sa main. Et là, en fait, il a proposé un hug, il a proposé un câlin à Roman Reigns. Et donc à la base, Roman Reigns était hésitant, mais la foule a commencé à scander yes. Et au final, on a eu le droit à un gros hug, un gros câlin entre Roman Reigns et Daniel Bryan. Donc voilà, apparemment, il n'y aura pas de trahison. Daniel Bryan n'est pas derrière l'attaque et il a totalement effectué son face turn. Puis très rapidement, on retrouve Seth Rollins en coulisses et il dit que ce soir, c'est un énorme test psychologique pour lui, mais il est prêt, donc il va se battre, il va survivre et il va burn it down. Ou en tout cas, c'est ce qu'il espère. Puis le troisième match de la soirée, c'était Randy Orton contre Ali. Donc Ali s'est plutôt bien défendu durant le match. À la fin, il a même évité une première tentative de RKO, mais quelques secondes plus tard, Randy Orton a réussi à porter le RKO
pour la victoire. On continue avec le quatrième match de la soirée, c'est le match pour les titres par équipe féminin. Donc on a les championnes Alexa Bliss et Nikki Cross contre les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane. Et là, on a eu le droit à une petite surprise à la fin du match, car Nikki Cross était en train de dominer Asuka, mais d'un coup, Asuka a craché du mist au visage de Nikki Cross. Donc le mist, en fait, c'est un espèce de liquide qui est habituellement vert, et donc ça a aveuglé Nikki Cross, et derrière Asuka lui a porté un gros kick, puis elle l'a couverte pour le compte de 3. Donc vainqueur et nouvelle championne par équipe, Asuka et Kairi Sane. Certains ont parlé d'un heel turn, mais honnêtement je n'ai pas l'impression que c'était un heel turn, car le mist est souvent utilisé par des faces. Par exemple le Great Muta utilisait souvent le mist, ou encore Tajiri. Et j'imagine surtout que c'était un clin d'œil au catcheur japonais, le Great Kabuki, qui utilisait beaucoup le mist il y a près d'une trentaine d'années. D'ailleurs pour ceux qui aiment bien regarder les anciens shows, vous pourrez voir le Great Kabuki notamment lors du Royal Rumble 1994. Après ce qui est toujours drôle dans ce genre de situation, c'est que l'arbitre fait comme s'il n'avait rien vu, alors que le visage de Nikki Cross est plein de peinture et que ça dégouline également partout sur Asuka. Puis le cinquième match de la soirée, c'était un match 3 contre 3. Donc d'un côté on avait The OC, AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson, et de l'autre côté on avait les Viking Raiders, et leur partenaire mystère était Braun Strowman. Pour info, on a eu le droit à un match correct d'environ 8 minutes, et à la fin les 3 membres de The OC étaient en train de s'acharner sur Braun Strowman, et l'arbitre n'arrivait pas à calmer la situation, donc au final il a décidé de disqualifier les OC. Donc vainqueur par disqualification, les Viking Raiders et Braun Strowman. Et pour info, la bagarre a continué après le match, et à un moment AJ Styles est monté sur la 3ème corde pour porter son phénoménal forearm. Mais à ce moment-là, quand il a sauté, Braun Strowman l'a accueilli avec un gros coup de poing, et AJ Styles était directement assommé. Les commentateurs ont précisé à ce moment-là que c'était sûrement un message de Braun Strowman au boxeur Tyson Fury. Car pour info, comme je l'ai précisé sur catchclub.fr, Tyson Fury sera présent à Raw ce soir et il aura le droit à un open mic. Donc il pourra venir sur le ring et s'adresser à la foule. Et pour info, il apparaîtra sûrement lors d'un prochain pay-per-view. Je vous ai tout expliqué sur catchclub.fr. Et donc derrière, Braun Strowman retourne en coulisses et on voit The OC qui essaye d'aider AJ Styles à se relever. Mais en fait, AJ Styles jouait le mec qui était totalement sonné. Donc il ne tenait plus sur ses jambes et il n'arrêtait pas de tomber par terre. Puis très rapidement, on retrouve les Street Profits en coulisses comme d'habitude pour un speech. Mais d'un coup, en fait, on a R-Truth qui leur rentre dedans, il se cogne contre l'un des membres des Street Profits et il tombe par terre. Donc Carmella vient voir ce qui se passe et à ce moment-là Tamina en profite et elle porte un roll-up sur Carmella pour le compte de 3. Donc vainqueur et nouvelle championne 24/7, Tamina Snuka. Puis le 6ème match de la soirée, c'était le match retour entre King Corbin et Chad Gable. Franchement, Chad Gable est phénoménal dans un ring. On a eu le droit à un bon match d'environ 12 minutes. Et à la fin, encore une fois, Baron Corbin a été stupide. Il n'arrivait pas à battre Chad Gable, donc il est sorti du ring et il est allé chercher son sceptre. Mais quand il est remonté dans le ring, forcément, l'arbitre a essayé de lui prendre son sceptre. Et pendant ce temps, ça a permis à Chad Gable de porter un roll-up sur Baron Corbin pour la victoire. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un upset. Personne ne s'attendait vraiment à une victoire de Chad Gable, mais au final, il a battu le King of the Ring. Puis le 7ème match de la soirée, c'était Bayley contre Charlotte Flair pour le championnat féminin de SmackDown. On a eu le droit à un bon match d'une dizaine de minutes et c'est Charlotte Flair qui a remporté le match pour devenir la nouvelle championne féminine de SmackDown. Et donc pour info, il faut savoir que c'est le 10e titre mondial de Charlotte Flair. Et il faut savoir que après le match, on a eu le droit à une petite crise de nerfs de Bayley. Donc Bayley a piqué une petite crise, elle était énervée, elle était même presque au bord des larmes et elle se demandait pourquoi est-ce que ça lui arrive toujours à elle. Donc voilà, on va voir où ça va mener à SmackDown. Ensuite, on retrouve Chad Gable en coulisses pour une petite interview, mais malheureusement pour lui, tout de suite après l'interview, il se fait attaquer par King Corbin. Puis on passe au 8ème match de la carte principale, le main event. C'est un Hell in a Cell match entre The Fiend Bray Wyatt et le champion universel Seth Rollins. Donc bien entendu, on a eu le droit à la belle entrée du Fiend avec sa lampe qui représente la tête de Bray Wyatt décapité. Et donc pour ceux qui avaient vu ma vidéo pronostic Hell in a Cell, j'avais parlé du fait que la WWE devrait essayer d'ajouter des effets lors du main event, notamment essayer de jouer sur la lumière, essayer de plonger la salle dans le noir, ou encore essayer d'ajouter des effets audio. Et donc bonne surprise, une fois que le match a démarré, les lumières sont restées éteintes, et en fait on a eu le droit juste à une espèce de lumière rouge sur le ring. Donc personnellement j'ai vraiment adoré la mise en scène du match. C'était différent, ça faisait un petit peu genre film d'horreur, et c'est ce qu'on
voulait, car il faut ajouter un côté différent au match du Fiend. Et donc ensuite, concernant le match, forcément c'était une guerre. Encore une fois, on a eu le droit à l'utilisation de pas mal d'armes, mais honnêtement on va se concentrer sur la fin du match. Donc il faut savoir que vers la fin du match, Seth Rollins a porté un stomp à The Fiend, mais le Fiend s'est tout de suite relevé après le stomp. Du coup, Seth Rollins a porté un nouveau stomp, mais The Fiend allait à nouveau se relever. Donc Seth Rollins ne savait plus quoi faire, il a alors porté un pedigree, puis un nouveau stomp et il a couvert Bray Wyatt, mais The Fiend s'est relevé au compte de 1. À ce moment-là, Seth Rollins était totalement choqué et là, il a enchaîné les stomps. Il a porté près d'une douzaine de stomps à Bray Wyatt, puis il est allé chercher une chaise et il a mis un gros coup de chaise à la tête de Bray Wyatt, mais ça ne suffisait toujours pas. Bray Wyatt s'est à nouveau dégagé. On voyait Seth Rollins qui était totalement perdu, il devenait fou. Donc il a placé une chaise sur la tête du Fiend, puis il est allé chercher une échelle et il a jeté l'échelle sur la chaise qui était placée sur la tête du Fiend. Puis il a effectué le tombé, mais le Fiend s'est dégagé au compte de 2. À ce moment-là, Seth Rollins a vraiment pété un câble. Il est allé chercher une boîte à outils et donc il a placé des chaises et une échelle sur Bray Wyatt et à ce moment-là, il a frappé sur ce tas avec la boîte à outils. Mais ça ne suffisait toujours pas dans la tête de Seth Rollins, donc il est à nouveau descendu, il est allé au bord du ring et là, il est allé chercher un sledgehammer, donc le fameux grand marteau qu'utilise souvent Triple H. Mais à ce moment-là, en fait, pour une raison inexplicable, l'arbitre a dit à Seth Rollins que ça en était trop et il a dit à Seth Rollins de ne pas utiliser le sledgehammer. Et donc on avait l'impression que Seth Rollins était en train de se calmer, il écoutait l'arbitre, mais d'un coup en fait il a explosé et il a mis un énorme coup de sledgehammer sur tout le gros tas de chaises qui était sur The Fiend. Et à ce moment-là en fait l'arbitre a décidé de stopper le match. Donc voilà, on a eu le droit à un match Hell in a Cell qui a été stoppé. Et en fait c'est ça un petit peu ce qui a déclenché un scandale hier soir, parce que les Hell in a Cell matchs sont des matchs sans disqualification, donc c'était totalement illogique pour l'arbitre d'interrompre le match. Je veux dire, juste pour vous citer quelques raisons qui prouvent que la décision de l'arbitre n'avait aucun sens. D'abord, il faut savoir que plus tôt durant le match, Bray Wyatt a lui-même utilisé un marteau énorme qu'il est allé chercher sous le ring. C'était un gros marteau qui était en bois, donc ce n'était pas un sledgehammer, mais tout de même, je veux dire, c'était un énorme marteau et il n'y avait aucun souci quand The Fiend l'a utilisé. Par contre, Seth Rollins n'a pas le droit d'utiliser un sledgehammer, donc déjà ça pose problème. À côté de ça, comme je vous l'ai dit, les Hell in a Cell matchs sont des matchs sans disqualification. Donc je veux dire, par exemple, on a déjà vu Mick Foley tomber du haut de la cage à travers la table des commentateurs. Mick Foley également passé à travers la cage. On a vu des spots qui font très peur dans des Hell in a Cell matchs. Donc là, simplement pour un coup de marteau, il n'y avait aucune raison d'arrêter le match. Et à côté de ça, il faut savoir que Triple H a déjà utilisé plusieurs fois un sledgehammer dans des Hell in a Cell matchs. Par exemple, en 2006, lors d'un Hell in a Cell match contre Vince McMahon, il avait mis un coup de sledgehammer à Vince McMahon et l'arbitre n'avait absolument pas arrêté le match. Donc voilà, malheureusement, j'aimerais bien être positif, mais la fin du match hier soir n'avait aucun sens. Pour moi, ils ont gâché un petit peu le main event, à moins bien entendu que tout ça soit pour raconter une histoire qui va durer encore sur des semaines. Mais personnellement, comme je vous l'ai dit, selon moi, hier soir, c'était le moment de donner le titre à The Fiend. Et donc pour terminer avec le match, l'arbitre a stoppé le match et à ce moment-là, la cage s'est relevée pour que les médecins puissent venir s'occuper du Fiend qui était inanimé dans le ring. Et à ce moment-là, en fait, les médecins sont arrivés et Seth Rollins s'est approché du Fiend, il voulait lui gueuler dessus, mais d'un coup, le Fiend lui a porté le Mandible Claw. Le Fiend s'est réveillé et le Fiend allait totalement bien. Donc voilà, certaines personnes ont dit que hier soir, la WWE a détruit The Fiend, mais clairement pas du tout, parce que The Fiend s'est relevé d'une douzaine de stomps, des coups de chaise, des coups d'échelle et même un coup de sledgehammer, mais au final, à la fin de la soirée, The Fiend était debout. Et donc il a sorti Seth Rollins du ring et là il a enlevé les tapis de protection qui étaient autour du ring et il a porté le Sister Abigail à Seth Rollins sur le sol, puis il lui a porté une nouvelle fois le Mandible Claw et à ce moment-là en fait on a pu voir plein de sang qui sortait de la bouche de Seth Rollins. Et donc bien entendu, pour info, pour rassurer tout le monde, c'était une capsule de sang qui a été utilisée par la WWE. Parce que comme je l'ai déjà précisé dans une vidéo précédente, habituellement si les catcheurs saignent au niveau du front, ils se coupent eux-mêmes ou alors ça veut dire que c'est une vraie blessure. Mais par contre quand on voit du sang qui sort de la bouche, c'est toujours une capsule de sang. Parce que sinon il faut savoir que la WWE n'oserait jamais réellement montrer ça à la télé si l'une de leurs superstars était réellement gravement blessée. Et donc le show se termine avec les lumières qui s'éteignent, puis quand elles se rallument, The Fiend est au niveau de l'entrée et on entend le rire de Bray Wyatt qui retentit. Donc voilà, j'ai essayé de vous
expliquer le main event du mieux que j'ai pu. C'était vraiment un main event particulier. J'ai bien aimé la mise en scène du match, mais je n'ai vraiment pas apprécié la fin qui était un petit peu trop longue et qui n'avait aucun sens. Donc c'est à vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Hell in a Cell dans les commentaires. Est-ce que vous avez apprécié le main event du show? Et qu'est-ce que vous avez pensé du match entre The Fiend et Seth Rollins? Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve demain pour la review de Raw. Ciao tout le monde!